Donc, pour les nouveaux venus, nous lisons au long cours le premier tome de ce que nous avons déjà corrigé. Nous sommes déjà beaucoup plus loin dans le travail de relecture avec Thierry. Et le petit jeu, c'est qu'à chaque fois, j'essaye de redire en 5 minutes de quoi il s'agit. Donc, de quoi s'agit-il ? Ce soir, je dirais autrement. Donc à chaque fois, si tu veux, c'est assez rigolo parce qu'à chaque fois, on a une variation sur le même thème. Je redis plus ou moins la même chose, mais je la varie. Je dirais que dans le fond, dans ce livre, il n'est question que d'une chose, et pas deux, d'un bâton. Et je dirais que ce bâton, je n'ai pas caché qu'il s'agissait du bâton de Moïse ou du bâton d'Adam. Il y a un téléphone qui sonne, excusez-moi. Non, je crois que c'est le disque qui tourne là. Est-ce que tu peux l'arrêter, Oui. François ? Excuse-moi, Voilà. Pascal. Non, il n'y a aucun problème. Ou du bâton d'Adam, et que, en vérité, ce qui compte dans cette histoire de bâton, c'est que c'est un objet matériel. Il y a un objet matériel que le monde ne peut pas assimiler. Il y a un objet qui est parfaitement inassimilable par le monde. Et c'est pour ça que la première phrase de mon livre, c'est « Il y a dans le monde un objet de plus ». Et ce qui importe dans le fond, c'est la matérialité de la chose. C'est-à-dire qu'il y a une présence qui dérange ce qu'on pourrait appeler un cosmos, un ordre du monde. Cette présence, elle est d'un objet terriblement simple, mais que le monde n'arrivera jamais. Le monde, ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire la façon dont les hommes habitent ensemble leur collectivité, eh ben, le monde ne pourra jamais absorber, résoudre, fondre, brûler cet objet de plus. Et que cet objet de plus, il soit en relation avec Dieu, n'est pas tellement le problème. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu n'est pas le problème, ou Dieu a toujours été le problème, mais quand on a dit Dieu, on a peut-être toujours été ressaisi par ce qu'on appelle le religieux, qui est un phénomène à la fois social et politique extrêmement important, évidemment, qui a nourri des hommes qui, par leur propre force, savaient faire autre chose de Dieu que du social et du politique. Mais, dans le fond, tant qu'on en demeure, tant qu'on en reste à des affaires de religion, on demeure dans ce qui circule entre les hommes et qui s'appelle les opinions, les croyances, etc. Et on n'a pas encore fait la démonstration concrète, réelle, tactile de ce dépassement offert aux hommes. Et ce dépassement offert aux hommes, en revanche, il peut se tenir dans un seul bâton. À titre d'exemple, mais justement, je me permets d'arracher ce bâton dans l'histoire d'Israël, mais voilà, quand Israël rencontre, en sortant d'Égypte, son ennemi mortel qui va être son négateur absolu, qui va s'appeler Amalek, eh ben, ce qui va faire qu'Israël tient face au plus grand péril qu'il ait jamais connu, qui est Amalek, qui, entre parenthèses, dure et perdure à la première bataille, perdure jusqu'à, dit-on, dans le Talmud, la fin, même pas dans le Talmud, dans la Bible elle-même, jusqu'à la fin de l'histoire, eh ben, qu'est-ce qui fait qu'avec Amalek, Israël tient ? C'est parce qu'il voit un bâton. C'est parce qu'il voit le bâton dans la main de Moïse. Et que c'est cette matérialité qui veut dire que dans l'affaire dans cette affaire et dans cette aventure du bâton, il ne s'est pas agi de religion. Il ne s'est pas agi de croyance. Il s'est agi d'un fait. D'un fait brutal, concret, matériel, qui disait au monde, finalement, il y a plus que ce que vous croyez. Il y a un objet de plus. Et donc ça, c'est le commentaire de la première phrase du livre. Alors ensuite... Alors il fait 2000 pages, donc là on est sur la première phrase. Voilà. Non mais ensuite,
Non, mais ensuite, il est question de la façon dont le monde a réagi, à ce seul et unique objet, à cette matérialité imposée, à cette imposition matérielle d'un dépassement du monde. Et la réaction du monde à ce projet, quand je dis projet, c'est que justement, c'est un peu dans le même ordre d'idées. Je traduis en ce moment les poèmes de la Torah, c'est pour ça que je formule ainsi les choses. Et j'ai eu la nécessité de traduire le mot Torah. Alors généralement, les gens traduisent Torah par... Alors, première lecture, fausse, loi. Deuxième lecture plus intelligente, mais faussement intelligente à mon avis, c'est enseignement. Et en vérité, je me suis forcé à aller chercher à la racine ce que le mot Torah signifiait. Or, Yara, en hébreu, signifie jeter, mais jeter directionnellement. Eh bien, ça m'a conduit à traduire le mot Torah, non pas comme enseignement, ni comme loi, ni comme religion, mais comme projet. Projet, j'ai en avant. Et ça, c'est encore un effet de matérialité qui fait que ce qui est à l'œuvre dans mon affaire, c'est pas une question philosophico-religieuse, c'est un fait. Le fait entêté, le fait résistant à toute réduction de ce que, oui, quelque chose dérange l'ordre du monde. Et parce que le monde a été dérangé par ce dépassement qui lui était apporté par ce bâton, qui faisait beaucoup plus signe que croyance vers Dieu, eh bien, le monde s'est transformé en tourbe. Et cette tourbe, qui signifie à la fois ce tapis mis sur les choses, ce tapis mis sur le sol, qui se dévore de lui-même, qui se nourrit de lui-même, et qui signifie aussi la foule. La foule, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. La foule, c'est un résultat d'une exposition au bâton, une exposition à ce dépassement. Et il y a comme une espèce de cristallisation, qui n'est en vérité pas du tout une cristallisation, mais plutôt une chaotisation, parce qu'un cristal, ça a une forme. Dans le fond, l'informe de la foule est une réaction à cette forme absolue du bâton qui vient lui dire à la foule, vous savez quoi, ce vivre ensemble que vous savez très bien être impossible, et qui s'appellera la politique, qui s'appellera l'histoire, il est, depuis l'origine, constamment interrogé par une présence qui lui dit non, qui lui dit il y a plus, il y a davantage. Et cette présence est réelle et objective. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je ne dis pas Dieu dans ce livre. Alors, de quoi s'agit-il ensuite ? Il s'agit de dire que les 5 tomes vont raconter successivement un moment de l'histoire, en fait 2 moments de l'histoire dans le premier tome, l'an 1000 et l'an 1945, où ces 2 moments seraient un peu, d'une certaine manière, naissance et mort des nations européennes. Ensuite, un deuxième tome dans lequel, quand les nations sont mortes et que les hommes n'ont plus de saints auxquels se vouer, eh bien, il ne reste plus que le moi. Et ça, c'est le deuxième tome. Donc, un moi, petite personne beaucoup plus rétrécie, beaucoup moins grande que les rêves nationaux. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est comme ça que la tourbe continue de tenir face au problème insoluble du bâton. Et ensuite, quand le moi, dans le deuxième tome, finit par se disloquer, demeure une troisième option, nous tous. C'est-à-dire le grand saisissement de la foule par elle-même comme un tout absolument, nécessairement, obligatoirement indifférencié. Un tout ce qui décrète que le règne est advenu de l'homme quelconque et qu'il n'est pas question d'échapper à la quelconquisation du monde. Ça, c'est notre temps, et c'est ce notre temps qui s'achève à la fin du tome 3, 4 et 5. Nous sommes en train de les relire, et ça dira comment après l'effondrement de cette dernière
idole, si l'on peut dire, ou illusion, si l'on peut dire, ou ordre des choses, si l'on peut dire, eh bien, resteront les deux voies perpétuelles, celle du paganisme et celle de l'étude, c'est-à-dire celle de la prise en main du bâton. Alors ça, c'est le plan général du livre. Quant au passage que je vais lire ici, ce passage se trouve dans la troisième partie du tome 1. Dans la première partie du tome 1, la découverte de la tourbe et du bâton a été faite par Churchill, Tolkien et Ian Bute, égal Sibelius. Et ces messieurs ont constaté que finalement l'histoire était un leurre. Et ils l'ont constaté en découvrant qu'il y avait un grand maître de la tourbe, comme il y avait eu un grand maître du bâton, et les deux ne sont pas en très grande santé. Le grand maître de la tourbe, il est mourant depuis 1000 ans, mais il est aussi survivant depuis 1000 ans, il a le bâton entre ses mains, parce qu'il l'a volé à son frère, qui était lui le récipiendaire du bâton, celui qui méritait. Bonjour. Bonjour, je ne fais que passer. Bonjour, Chamanade. Son frère. Discrète. Voilà. Et ce maître s'appelle Hermann, et le récipiendaire du bâton, tué par son frère, s'appelait Elias. Famille juive, si l'on peut dire, mais famille juive avec un juif qui est sublimement juif, mais du coup fragilement juif comme un Abel, comme un Evel, et qui s'appelle Elias, et qui du coup va être quasi tué, si ce n'est que la terre va lui accorder une survie pendant 1000 ans dans une chambre, apprêtée à sa faim dans son ventre, quand son frère, qui lui aura choisi à la façon d'Ésaü ou d'Édom la toute-puissance, dépérira lui comme l'Empire dépérit nécessairement dès qu'il y a un empire. Un empire est un corps en décomposition depuis son premier instant, simplement il met beaucoup de temps à se décomposer, et c'est ce qui arrive à Hermann avec le bâton en main, qui est l'artiste même de sa décomposition. C'est cet objet de plus qui dit à l'empire, mais je suis en plus, et qui du coup ronge et corrompt l'empire. Et dans la deuxième partie, on avait eu un jeune jésuite, ça je saute cette deuxième partie, et dans la troisième partie, après la parenthèse du jeune jésuite, on revient à nos personnages, Churchill, Tolkien, Ian Bute, et ces personnages qui étaient partis d'Écosse vont tous converger vers le lieu où se trouve Hermann et vers le lieu de départ de cette aventure, c'est-à-dire le lieu de départ de la tourbe. Et le lieu de départ de la tourbe, c'est une Germanie païenne, absolument païenne, que je place dans la forêt de Teutoburg, précisément cette forêt où Hermann, mais pas le Hermann de mon histoire, le Arminius, c'est-à-dire le général germain, avait défait les armées romaines et avait affirmé le caractère, si l'on peut dire, imprenable de la Germanie qui va en vérité nourrir les nations européennes qui suivront, la France, l'Angleterre. Si bien que nos personnages ont fait un voyage d'ouest en est, depuis l'Angleterre jusqu'à l'Allemagne, par des voies diverses. Ils ont réagi très diversement à la leçon qu'ils ont reçue sur la tourbe. Tolkien fait la gueule, est retourné à Oxford et il est absolument traumatisé par ce qu'il a vécu. Churchill perd les élections, effoudrage, va faire un tour et va vite se précipiter autant qu'il pourra, dès qu'il aura fait un petit tour en Italie pour des raisons que je raconterai la semaine prochaine, enfin la semaine suivante puisque c'est les vacances, mais il va se précipiter dans la forêt de Teutoburg pour voir d'où c'est parti tout ça. Quant à Ian Bute, nous allons le voir ici, il a commencé son périple, il est passé par la France, on a une traversée de Paris, avec un bilan, on est en 45 après donc les grandes destructions, et le voilà qui s'avance à Strasbourg. Donc les deux chapitres que je vais lire, j'ai toujours deux chapitres. Le premier se passe à Strasbourg et renvoie Ian Bute à des souvenirs d'enfance quand il était venu une fois avec son père, Lord Bute, à Strasbourg déjà. Et puis il va constater les effets de la guerre sur la ville de Strasbourg. Et ensuite, Tolkien se retrouve à Oxford après cette guerre qui l'avait tout de même énormément animé. Et bonjour. Et il va se demander comment il se remet au boulot, et une crise va le hanter.
à savoir qu'il va découvrir dans sa propre écriture, justement, ce ferment du paganisme que le catholique qu'il est, EST, est HAIT de toutes ses forces, mais qui, pour autant, se révèle sous sa propre plume. Donc, chapitre 4, La flèche de la cathédrale, 15 mai 1945, Strasbourg. Il a un chauffeur, il a une Rolls, prêtée par Churchill, son pote, et il a un chauffeur qui s'appelle Frank. L'aube réveilla Lord Bute, tandis que Frank, dans un créneau savant, parvenait à garer sa voiture devant le pont du Corbeau. L'atmosphère de désolation avait ceci de bon que les règlements étaient devenus irréels. Le panneau Streng verboten, vestige à demi écroulé du passage des nazis, tremblait dans les bouffées intenses du vent comme une girouette. Un petit nuage de poussière accompagnait ces hoquets, tout sautement d'une violence morte. La liberté avait un goût de ruine. De l'autre côté du pont, qui n'avait pas été endommagé, Lord Bute contempla à droite le palais des Rohan. Dans l'image intacte si classique et si française que conservait sa mémoire, se superposait dans l'œil mental à l'amas de décombres qu'enregistrait l'œil physique. Cela lui parut si moderne qu'il se dit avec un rictus, il a été refait par un peintre cubiste. À gauche, l'ancienne douane. Le vieux bâtiment pittoresque n'était qu'un tas de pierres d'où émergeait un pignon à échelon pour rappeler que Strasbourg avait beau avoir été conçue par Louis XIV et cognée par Eisenhower, elle n'en demeurait pas moins, en toute époque, de race germanique. Il savait pourquoi ce matin il était d'humeur picturale et regardait les lieux avec un regard d'esthète. Tout jeune, il avait rendu visite avec son père, que l'architecture obsédait, au grand conservateur allemand Wilhelm von Bode. On avait gravi les escaliers de marbre du palais des Rohan, précédé par un vieil ours qui grognait en allemand car la ville était encore dans les mains du Kaiser, parce qu'on était avant la reprise. On avait ensuite passé l'après-midi de part et d'autre du large bureau Biedermeier que le savant avait choisi par ironie et par discipline. Vous savez que les Prussiens, quand ils avaient pris l'Alsace en 1870 jusqu'à 18, avaient envoyé à Strasbourg les meilleurs d'entre eux, aussi bien les plus grands savants, les plus grands professeurs de médecine. Et Wilhelm von Bode est le conservateur, est un immense conservateur allemand qui ensuite a été à Berlin. Quant à Yann, son impatience et sa timidité d'enfant, puisqu'il était enfant à ce moment-là, lui avaient rendu pénible l'austère doctor, le bavardage et le questionnement insatiable de son père, les meubles luisants et immobiles, les parquets impeccables, l'horloge immuable. L'après-midi avait été coulé dans un bloc de marbre alors qu'il ne rêvait que de courir les bois. Cependant, le climat de la conversation s'était imprimé en lui. Et puis, se rappela-t-il dans un sursaut, la délivrance avait eu lieu. Soudain, poussant la lourde porte lambrissée du bureau du conservateur, un tout jeune homme était apparu brusquement et avait envoyé une œillade à l'enfant. La vie revenait dans le musée. « Guten Tag, Hans » avait dit Bode. Le frère adolescent Hans Haug, il existe, ce monsieur, et il a été à 17 ans conservateur à Strasbourg. Le frère adolescent Hans Haug avait été aussitôt chargé de promener le fellow Jan au long des couloirs savants où il papillonnait et butinait, tels des personnages dansants de ses propres dessins, à la Dufy, car pour lui, l'art était une fête galante. Tout ça est vrai. Il dessinait un peu à la façon de Dufy, ce Hans Haug. Ils traversèrent à vive allure les collections de peinture allemandes. « Toi aussi, tu es un marquis ?» avait demandé Hans. « Je ne sais pas » avait dit le petit Jan. « Quel âge as-tu ?»« 12 ans, et toi ?» 17 ans, mais je suis conservateur ici. Conservateur? Comme ce monsieur? Faut pas être vieux pour être conservateur? Comme tu vois, j'ai l'air vieux. Ouais, t'es coiffé comme un vieux. Tu dis ça parce que t'es un Anglais. Tu ne connais que le sport. Quand on fait du sport, on est toujours décoiffé. Il n'y a rien de mieux que le sport. Quel sport aimes-tu? Le football, je suis très fort en football. Mais ajouta Yann avec une moue triste, je n'ai pas le droit de beaucoup jouer. Moi, mon sport préféré, c'est la peinture. Berk! Il y en a plein chez mes parents à Mount Stewart. Dans tous les escaliers, dans tous les salons, dans toutes les bibliothèques. Des femmes, des milliers de femmes surtout. Oui, mon gars, sauf que chez tes parents, ça ne s'appelle pas de la peinture. C'est une espèce de matière visqueuse, la confiture de lait qu'utilisent les peintres en bâtiment qui se disent raphaélites. Tandis qu'ici, ce sont des chefs-d'œuvre. Regarde ce Baldung Green. Tu as vu comme il fait peur. Regarde cette pauvre petite peau blanche de belle et grasse jeune fille. La mort va la manger toute crue. Et tu sais quoi en plus? Moi, je sais peindre avec les deux mains. Je m'en fiche parce que je ne ferai jamais de peinture. Moi, je me bats avec mes deux mains.
Le jeune garçon avait desserré la cravate de son école et avait ouvert son col avec un air canaille qui amusa Hans. « Alors, à quoi veux-tu qu'on s'occupe puisque mes tableaux t'embêtent ? Je veux bien continuer à parler avec toi, ça me plaît que nous nous disputions. Tu veux bien faire la guerre entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne ? Tu sais, je ne suis pas si allemand que ça, je suis alsacien en réalité. Donc tu es allemand ? Moi je suis écossais, donc je suis britannique. Tu crois ? C'est pas pareil. Parce que moi je suis un peu allemand, un peu français et un peu ni l'un ni l'autre. C'est ça être alsacien. D'accord, mais ça veut dire que tu vas faire un peu la guerre ou pas du tout la guerre ? Tu me demandes si je suis lâche ? Écoute-moi mon petit, aussi vrai que nous sommes en 1907 et que nous sommes en Europe, il n'y aura plus jamais de guerre en Europe. Le Kaiser ne la veut pas. Alors je crois que nous n'avons plus à nous soucier d'être lâches ou courageux. Il faut nous soucier des arts, nous occuper de la science. Ce sont des choses trop sérieuses pour être abîmées par des guerres. Mon père dit qu'il y aura la guerre. Il dit que les Français veulent leur revanche. Il dit qu'il n'aime pas les Français, que nous sommes un peu des Allemands et que ces cochons de Français voudront toujours avoir le dernier mot parce qu'ils sont des crâneurs. Il ne faut pas détester les Français. S'il n'y avait pas eu les Français, il n'y aurait pas eu Chardin. C'est un peintre encore, ça. J'aime pas la peinture, j'aime la musique. J'aime énormément la musique. C'est un immense compositeur, Jan Lüb. Hans Haupt, il sera un immense compositeur. Hans, étonné, avait dévisagé le jeune lord, puis lui avait dit « C'est sûr que pour la musique, il vaut mieux venir chez nous. » Je suis allé 17 fois à Berlin, 11 fois à Dresde et 3 fois à Bayreuth. J'ai fait des stages de musique, avait répondu Jan, très fier de lui. Tant de fois, s'était écrié Hans. Alors tu es un savant en musique. Oui, j'ai déjà composé 3 symphonies. Je ne les aimais pas, alors je les ai brûlées. Hans avait encore reculé d'un pas pour juger son petit duettiste. Tu as appris auprès des grands maîtres ? Je sais pas. C'était des professeurs comme M. von Bode. Tu n'aimes pas les professeurs allemands ? Ou tu n'aimes pas les professeurs tout court ? Ils sont trop savants. Quand ils parlent de ce qu'ils savent, ils ont un regard fou. On a l'impression qu'on rentre dans une église. Et quand on fait une faute de contrepoint, c'est comme si on avait tué un homme. Après une longue promenade jusqu'au palais du Kronprinz, ils étaient retournés dans le bureau de Herr von Bode. La péroraison battait son plein. La possession d'œuvres d'art est réellement la seule manière convenable et permise par le bon goût pour étaler sa richesse, mon cher marquis. Souscrivez-vous à ma formule. Dois-je comprendre, mon cher von Bode, que vous me proposez de détruire mon château pour le remplacer par un musée ? Ou pour plus simplement de nous offrir votre Rembrandt et de nous laisser étaler notre richesse ? Ils avaient ri énormément, puis ils s'étaient quittés. Du bas des marches, Jan s'était retourné vers le vieux, et le jeune maître du musée leur avait tiré un quart de langue qu'il avait aussitôt rentré. Bode flattait de sa main quelque chose qui ressemblait à un poignard. C'était un coupe-papier. Il traversa le pont. Assis devant la douane, des soldats allemands hagards. On est maintenant en 1945, c'est plus le gamin. J'ai oublié de mettre la note d'ailleurs, patron. 1945. Rapatriés de Bretagne ou de Normandie attendaient qu'on les reconduise dans leur pays. Un groupe endimanché qui descendait de la cathédrale s'était massé autour d'eux. Donnant la main à un petit garçon, une femme coiffée d'un chapeau incliné en avant à la façon des gangsters américains lâcha brutalement son fardeau puis d'un pas viril, s'approcha d'un petit gros à lunettes. « Alors le Boche, t'es sûr qu'on est en Allemagne ici ?» cria-t-elle, puis elle cracha sur ses lunettes. Les paroissiens rirent bruyamment. L'Allemand la regarda, puis il retira ses lunettes et les essuya sur son paletot. Jan fixa la femme. Elle se raidit, puis elle aperçut la casquette British Army de Frank. Elle baissa les yeux et s'éloigna vivement. Il reprit sa marche. La place Gutenberg était un étrange décor de ruines et de maisons Renaissance. La statue du créateur de l'imprimerie était intacte. Il s'approcha. La place était vaste et peu encombrée par les véhicules. Et la lumière fut, disait la statue, dans la souple ondulation de sa feuille de bronze, inviolée, vierge, et la lumière fut. Ainsi Gutenberg avait imprimé la Bible qu'on avait copiée à la main depuis des siècles sur du papier ou sur du veau. Il lui avait offert une machinerie. De sa technique, là et puissant, il avait sorti cette feuille qu'il laissait pendre devant lui, au bout de son bras. Au lieu de lumière, une pluie battante et chaude se mit à tomber. Très vite, Jan fut incommodé par la moiteur collante de ses vêtements. Cependant, l'étrange présence de Gutenberg l'attirait. Il y avait autre chose que l'ouvrage biblique. Le monument en racontait plus. Il l'avait vu au premier regard, il fallait encore le savoir. D'abord, trop éduqué par son esthète de père, il examina les bas-reliefs noirâtres,
où les visages et les noms de Voltaire, de Milton et de tant d'autres défilaient humiliés devant le grand technicien à qui leur génie et leur inspiration étaient redevables malgré qu'ils en eussent. Il releva la tête. Le visage, raviné par David d'Angers, le sculpteur, était surmonté d'un haut front puissant, coiffé d'un bonnet. Il pensa aussitôt à la statue du rabbin magicien à Prague, le Maharal. Il y a un monument à Prague du Maharal. Et c'est vrai que les deux monuments sont très différents dans l'époque. L'un est moderne style, le Maharal, et l'autre est néoclassique, celui de David d'Angers, mais c'est vrai qu'il y a une correspondance entre les deux figures. Comment s'appelait-il déjà ? Une même barbe démesurée qui bouclait en nuages japonais sur le torse plat, témoin de l'ascétisme des 2 maîtres. Mais, croyait-il se souvenir, le vieux rabbin était terrifiant, tandis que Gutenberg semblait étrangement absent. Ses yeux étaient vides. Pourquoi, se demandait Yann, avoir fait cet air-là quand enfin la lumière fut ? Quelque chose le gênait profondément. Pour une raison qu'il ne saisissait pas, le grand sculpteur avait commis une faute de goût impardonnable. À moins que son inspiration fût véridique, et dans ce cas, c'était Gutenberg. Le rabbin comme l'imprimeur, de Prague à Strasbourg, d'un expressionnisme de feu froid au romantisme de mystère, étaient tous deux revêtus d'une longue robe que décoraient des manches de fourrure. Il fallait mieux l'observer. L'œil de Yann accrocha un pied. Alors que le Maharal, ainsi s'appelait le rabbin, dont le regard était si puissant qu'il voyait tout, était entièrement enveloppé de son étoffe, chez Gutenberg, un pied pointu saillait au bout d'une jambe volontaire, un pied de soldat, de conquérant, foulant son piédestal comme on écrase un ennemi. Sa présence, obscène chez un homme de l'intellect, comme un genou chez une austère Nanny, faisait écho chez le Maharal à la protubérance grotesque du couvre-chef, symbolisant l'espèce d'intelligence anormale du rabbin. La présence de ce pied changeait tout au sens de la statue. Quelque chose était pourri au royaume de l'imprimerie. La lumière qui avait été n'était pas celle de l'intelligence désintéressée. Dans les mains de Gutenberg, ce papier était moins une page qu'il finirait par coudre gentiment, tel un brave moine d'antan à sa grande Bible germanique, faite de l'écrasement de fibres végétales par des blocs de métal anguleux, qu'un acte de capitulation, réclamé et obtenu par une puissance obstinée, pointant au bout de sa chausse médiévale comme une lame traîtresse. Le livre imprimé était mis au service non plus de l'esprit, mais d'une volonté de puissance. Chez le sculpteur pragois, la pensée, faite marbre, s'habillait du démon du bizarre, énorme nez, yeux tapis en arrière, guettant sa proie. En revanche, la grandeur lasse du personnage de David d'Angers, Gutenberg, semblait promettre à la science germanique, fondée sur ses marches rhénanes, une autorité terrestre, voire militaire, fort peu conforme à ce qu'on appelle l'esprit qui s'élançait dans les hauteurs du ciel. J'en fais trop, pensa Lord Bute. Pourtant, aussitôt, il dit à Frank, « Allons donc voir cette cathédrale qui tutoie les nuages, mon ami. Que pensez-vous de toutes ces ruines ?»« Je pense que vous n'avez rien vu, votre seigneurie. Quand vous traverserez la vraie Allemagne, vous serez effrayé. »« Vous y étiez ?»« J'ai commencé par piloter un bombardier. J'étais à l'aise pour voir les jolies pyrotechnies. Puis j'ai conduit le chef de la RAF dans cette Rolls-Royce. C'était fini, nous avions fait le boulot et il voulait le voir du sol. Il m'a dit « J'espère que nous n'avons pas été trop allemands ce coup-ci. » Ils étaient dans la rue Mercière. Les habitants qui passaient devant les façades écroulées avaient dans l'œil je ne sais quel soupçon de honte ou de regret. Une ville bourgeoise éventrée, ce sont toujours des secrets qui s'éventent, quand bien même la poussière a fini de planer sur les gravats. « Saxe-Cobourg, murmura Lord Bute. « Vous voulez dire Windsor ?» corrigea Frank dans un rictus. La flèche de la cathédrale. La petite artère jadis pimpante avait beau dégrafer ses bas sur ses blessures, on ne s'y attardait pas. Même en ruine, le rectangle massif, géant au bras ballants, étalait sa simplicité un peu gauche. La rosace et plus haut le clocher, la pointe et la flèche de grès, criblées de trous comme d'une vérole. Le grès, se répéta Lord Bute, sombre roche ravie aux sapins et aux brumes des collines des Vosges voisines, pour chanter l'universel judéen. Il courut. L'écrasement gothique battait son plein là-dessous, sinon qu'on ne s'y massait pas comme avant la guerre. Pourtant, il suffisait d'y être, pour que même engoncé dans ces ruelles, un grand théâtre vous soit joué. Passé la terreur sacrée voulue par les architectes,
La terreur de voir cette terre violentée, stylisée et écartelée, mais surtout dressée, vous tomber sur la tête. On se heurtait, sur l'écran autrefois peinturluré du tympan, à la grande foule médiévale, interprétant Jésus, les saints et les martyrs, et tout en haut, à la racaille des gargouilles. Yann entra. Il voulait voir les vitraux de la rosace. Il fut surpris. Au lieu de figures humaines, au lieu de Joseph et de la Vierge, il vit des épis de blé. Pourquoi donc des épis ? Un homme, non loin de lui, était en arrêt devant la même image composée de couleurs adoucies par la pénombre. Il était longiligne, émacié et élégant. Le marquis osa lui demander « Savez-vous, monsieur, pourquoi ce sont des épis dans cette rosace ?» Il signifie la richesse de la ville. Il ne faut pas oublier que les Alsaciens sont des commerçants, des marchands de choucroute. Yann fut très impressionné par la vivacité cruelle de la réponse. Résonnait là une sorte de professionnalisme désabusé, voire cynique, signe d'amère cogitation sur l'histoire locale. « Hans Hauck, pensa-t-il. Le jeune homme qu'il avait vu quand il avait 12 ans, sans oser proposer ce nom à son interlocuteur. Une pudeur le retenait, un peu comme s'il avait surpris le chanoine de Bute dans quelques pubs louches du port de Rothesay. Hauck le fixait, l'air aigu. Il fallait se soustraire à son regard. Certains jours, il doit sans doute regretter de n'être pas anglais, se dit Yann à voix basse pendant qu'il fuyait vers l'entrée, un peu gêné par son impolitesse. En sortant, il avisa, entre 4 colonnes à feuilles d'acanthe, une belle jeune femme, sculptée, dont les yeux étaient bandés d'un fin voile qui suffisait à l'aveugler. Elle était ou délicate ou coquette. Son bras gauche était chargé d'une plaque de pierre qui rappelait à Yann la feuille de papier du monument à Gutenberg. Cette plaque-là est plus raide, pensa-t-il. Et pour cause, c'était la Torah. À gauche, une lance était brisée. Que faisait-elle d'une lance, cette gente dame ? Est-ce que la note de bas de page est déjà là ? Non. Yann refusa de se lancer dans l'interprétation, car il voulait partir et n'avait aucunement envie de commenter l'architecture. Il fit s'approcher Franck et lui dit à l'oreille, en s'inclinant devant la noble dame, « Croyez-vous, mon cher Franck, qu'on l'ait aveuglée ainsi parce qu'elle n'avait pas daigné voir ce qu'on voulait lui montrer, ou bien parce qu'on devait lui cacher ce qu'on allait lui faire ?» Note de bas de page. Le lecteur reconnaîtra la sublime sculpture qui, dans la cathédrale de Strasbourg, figure la synagogue aux yeux bandés. Voilée ici, cette synagogue aveugle qui refuse la parole du Christ. Il faut dire que lorsqu'on la compare à celle de Notre-Dame de Paris, avec son casque qui lui donne la vue basse, on comprend qu'il fut un temps où la Bourgogne, qui avait fourni à Strasbourg ses sculpteurs, surpassait en civilisation et en subtilité les diktats parisiens. Mais après tout, n'est-ce pas toujours le cas ? Franck eut un gloussement et ce fut fini par la cathédrale. « En voiture !» clama Lord Bute, repartant vivement dans la rue Mercière. Poursuivi par son chauffeur, le marquis se jeta sur son siège, impatient et légèrement agacé par le tour touristique qu'avait pris sa visite. Je voudrais que nous traversions les quartiers allemands. Je m'en souviens, je les avais visités avec un ami, dit-il en évitant soigneusement de repasser le nom de Hauck dans ses pensées. Vous savez, l'énorme place avec le théâtre, l'université et le palais du Kaiser. Elle s'appelait alors la Kaiserplatz. Le chauffeur compulsa son plan de la ville flambant neuf. Peu de choses avaient été produites aussi vite au retour de l'autorité française. C'est la place de la République, sans doute, finit-il par dire. Très probablement, enchérit Yann après un éclat de rire nerveux. Comment s'appelait-elle sous Hitler ? Malin, Franck sortit un vieux plan usagé imprimé en lettres gothiques. Attendez, voilà. Non, c'est la place Brocli, comme disent les Alsaciens, qui s'appelait la place Adolf Hitler. République Bismarckplatz, lança-t-il enjoué. Oh, dit Lord Bute. Ainsi, le Führer avait évité les Hohenzollern. Il n'aimait pas les nobles, fit Franck, en osant un clin d'œil. S'il avait su, comme le marquis méprisait le folklore aristocratique. Le palais du Kronprinz affirmait résolument ses disgracieuses proportions, sa laideur néo-renaissance, culminant dans une affreuse coupole élevée sur un fronton triangulaire, comme une cerise au kirsch sur de la Schlagsahne, la crème fouettée. À la façon des démonstrations historicistes de Berlin, d'autres mastodontes à colonnes, palais, diètes, que sais-je, tentaient de remplir cette grosse esplanade où la verdure s'était massée à défaut d'autre chose. Devant cet espace dessiné par l'empire bismarckien, Yann sut enfin qu'il n'était plus en France. Cela tenait moins à la sombre robe de la pierre, plus chargée, plus tannique que les craies parisiennes, qu'à ses proportions. De ce vide monumental, quand bien même il avait été conçu pour honorer les Alsaciens, émergeait quelque chose de bien plus ancien et profond qu'un geste tactique ou politique. Là, on était en Allemagne.
les vastes monuments campés comme d'épais guerriers entre le sol et le ciel, à la dérive, incapables de s'unir pour former un joli tissu de ville, ce mauvais goût d'espace dont on sentait bien qu'il aurait encore pu être multiplié par 2 sans que l'architecte ou son impérial maître d'ouvrage en eussent conçu quelque gêne. Yann vit passer dans les nuages qui avançaient en grosses plaques aqueuses le manteau d'Odin, sali par les errements et les vagabondages qui tournaient depuis toujours au-dessus des têtes allemandes. Ou bien de l'homme qui m'attend à Sion, dans le Valais, demanda-t-il, le Hermann en question. L'important, c'était de découvrir son antre, son point d'origine, de comprendre d'où tout cela était parti. Les crimes innombrables de la guerre n'étaient pas dus à la folie. Yann ne pouvait plus se bercer de cette illusion-là. L'épreuve de la tourbière l'avait rendu adulte irrémédiablement. Un vouloir commandait tout cela. Entre la certitude qu'on est sur la terre et qu'on nous y a parlé une langue, et le pullulement affolant des noms, des gestes, des masques sanglants et des mensonges byzantins de l'histoire, quelque chose assurait la transition. La preuve était ce lieu. Des hommes puissants et volontaires avaient fait souffler un air d'Allemagne sur un morceau que Louis XIV avait mangé avant eux. Quand bien même le roi Soleil ne pouvait être soupçonné de modestie, le geste monumental qui s'était abattu sur ses arpents ne s'était pas nourri de l'arrogance française. Quelque chose, quelqu'un d'autre, autre chose, un autre sens, une autre pensée. Hermann. Pourquoi ? Vous disiez, votre seigneurie ? Rien, mon cher, je marmonne. Allez, cette fois nous repartons pour de bon. Quel ? Demanda Franck. Quel ? Allons rêver sur le Rhin. Et nous passons à Oxford. Plus court. Lundi 3 septembre 1945, Oxford. Satané livre 5. Il allait falloir s'y remettre. Depuis que Michael et Christopher, ses 2 fils, avaient quitté la Royal Air Force, Tolkien avait perdu son jus. Il faut dire que les airgraphs, les courriers postaux qu'il leur envoyait quand les combats faisaient rage, lui donnaient le sentiment de se battre lui aussi, l'ancien combattant de la Somme, par analogie interposée entre la guerre et son livre. Mais avec cette paix, toute sa légende devenait comme superflue. Plus d'orques habillés en Asie, plus de Sauron à retrouver dans une quelconque DCA répondant au néant par un surcroît de destruction. Il était entouré de passé. Ça c'est raconté dans le chapitre précédent. Tout le monde lui paraît passé dans le fond. Pas présent, mais passé. Se répétait-il comme dans une ancienne. D'hommes qui n'existaient pas. Et c'est là qu'il se fit cette réflexion qui l'effraya. Si j'étais un écrivain réaliste, si j'étais un Dickens et que je voulais peindre les hommes, je ne pourrais rien écrire. Ils ne sont plus rien. Il n'y a plus personne. Il pensa que l'homme haut en couleur, de même que le génie, avait été une invention spécifique du XIXe siècle. Et peut-être de Dickens lui-même. Mais que cette fois, il était remplacé par les passés. Cela n'était pas dans son mythe, dans sa subcréation, le Seigneur des Anneaux. Il était pris ailleurs, hors de lui-même, dans une histoire qu'on lui avait racontée comme s'il avait été forcé de devenir elfe ou hobbit. Ce n'était pas dans l'ancien anglais qu'il faudrait trouver ses passés, mais dans une langue autre, dans un réservoir de figures dont toute sa science oxfordienne se trouvait entièrement démunie, puisqu'elle appartenait à Hermann. « Tu es un mauvais étudiant, se dit-il à haute voix. Tu ne sais plus où tu marches, reprit-il, après un silence, tout en aplatissant sa cravate verte sous son gilet safran. À Oxford. Comme l'Angleterre croyait encore avoir des repères, et spécialement quand il s'agissait de nobility ou de savoir. Ses bureaux boisés, ses universités châteaux, ses gazons parfaits et par-dessus tout, ses vestes en tweed, parfumées à l'University Flake du tabac Pip Patterson, constellées ou chevronnées de poils de chèvres écossaises, selon qu'on les pensait londoniennes ou dublinoises, vestes en tweed comme la chasuble des prêtres, mais tellement plus sacrées, comme un sésame qui ouvrait la porte des entretiens privés entre la science en acte des dons et les frétillements de la recherche estudiantine, et qui témoignaient, dans leur souplesse à peine élimée, de l'immortalité de l'Angleterre. Mais pour écrire, Tolkien ne devait pas se mettre dans le rôle du savant, il devait se perdre, et pour commencer, se perdre dans les rues d'Oxford. C'était toujours ainsi qu'il s'autorisait, avec la moue d'un très vieux grand enfant, à revenir à son désir fou de secondary world. Dans un moment de remords, feinte suprême, une poche semblable à celle dont disposent les kangourous et les wallabies lui permettait de sauter dans sa grande histoire, comme on se réchauffe
au corps clément de sa mère. Néanmoins, une phrase qu'il avait écrite à son fils Michael en 1941 et dont il avait été profondément satisfait lui revint pour le plonger à nouveau dans un accès de nostalgie. Cet ignorant de Hitler a détruit à tout jamais cette grande culture du Nord. La grande culture du Nord. Le Nord. Et ce mot revenait à ses oreilles, qui s'en étaient rebattus en vieux norrois, en vieux suédois, en vieux finnois. Tulé, Wotan, Odin, tant d'autres noms qu'il avait abordés sous les nuances historiques et géographiques, tel un sourcier devant autant de puits secrets. La science permet à ses serviteurs d'hiberner dans les longs rêves qu'elle nourrit en eux, pourvu qu'ils n'en soient que les jouets. Ainsi, le sage philologue avait laissé monter dans son petit bureau encombré de livres ses langues de rêve, langues elfiques, Noldor, Sindarin, celles des nains ou du Mordor. Elles avaient fleuri avec d'autant plus de liberté que, suant sur Beowulf et le moyen anglais, il avait été prisonnier de son bureau. Il s'était approvisionné dans les Eddas, dans le Kalevala comme au marché. Et voilà, Gandalf, les elfes et les orques étaient venus à ses heures de loisirs, pâte à modeler dans les mains d'un enfant. Plus de contraintes de manuscrits, d'incunables à déchiffrer, de fragments à reconstituer. Depuis que dans la Somme, il avait dit « Silmaril » entre deux jaillissements de la terre sur les dents des obus, comme poussent en un instant de magiques jonquilles, il avait pu tout dire, tout nommer et donc tout raconter. Il avait été délivré des langues d'Europe et de leur histoire. Si jamais son geste avait traversé la clôture de son jardin, il aurait imposé quelque chose aux âmes de ses contemporains. Puis soudain, d'un coup sec, sa nuque avait été blessée. Dans un crissement de terreur, s'était tendu à se rompre la chaîne, qui bien entendu avait été de mots. Il lui disait que sa légende était captive, que son délire, le Seigneur des Anneaux, était maudit. Il l'avait senti quand il avait écrit cette lettre à Michael, mais en incriminant le petit caporal ignare, il n'avait formulé qu'un pieux mensonge pour son fils aviateur, afin de lui donner une chance de mourir désespéré, c'est-à-dire de mourir en héros. Il avait compris quelques semaines plus tard, dans la tourbière de Bute, où le prêche d'Hermann l'avait brutalement saisi dans toute son aventure d'homme, et l'avait soudain privé de son sol et de sa langue, en même temps qu'il les confirmait. Le Nord et Sauron étaient devenus réels, armes contondantes dans la main du prêcheur, Hermann de Sion. « Allons, nous sommes ce que nous sommes, Samwise Gamgee, souffla-t-il, car il lui plaisait de se nommer ainsi, du nom du brave jardinier qu'il avait inventé et qui poussait la vertu de l'amour au plus haut degré du sublime. Il pouvait bien être un brave hobbit de temps à autre. Un corbeau se mit à crier au dehors. « Ah !» fit-il. Il aimait les cris des corbeaux, car la laideur dont la nature, aveugle ou clairvoyante, les avait affublés, lui faisait toujours l'effet d'un signal, commandant sans délai un moment d'héroïsme. Sans doute, dans son imaginaire, une montagne n'aurait pas été loin, à la fois d'ivoire étincelant et de ténèbres sépulcrales. Mais dehors, nulle montagne, juste la petite théorie des maisons et des jardins d'Oxford, où l'on avait décidé d'ensevelir le feu de l'esprit sous de jolis amas de briques, de tweed, de rubans roses sur les boîtes et les chapeaux des dames. Dehors, juste un ciel blanc, quelques voitures, et le corbeau qui s'époumonnait d'une mission sans destin. Il s'assit, tremblant et nerveux. Il saisit la plume comme une vague idole. Il la retint, l'œil braqué sur les fines nervures du bois. Puis, sur la pointe de flèche qu'une science artisanale avait destinée au papier, il s'engouffra dans les traces de ces mots, ceux du Seigneur des Anneaux, comme on trouve enfin le sommeil. Il avait écrit « Ce sont des êtres elfiques. Qu'ils aillent là où ils sont chez eux, dans les endroits ténébreux, et qu'ils ne reviennent jamais, les temps sont déjà assez néfastes. » Fin de citation. Il venait d'écrire ces 3 phrases d'une traite. Il pouvait continuer. Cette fois, la main avait repris l'initiative. Il n'avait qu'à entendre, suivre ce qui se décidait quand le mot, qui n'est pas encore, s'écoule en matière noire. Pourtant, il s'arrêta. Le Mordor était déchaîné. Sa nuit commençait à manger le monde. Les pirates viendraient sur le fleuve, sur l'Anduin. Il écouta ce mot, sa musique, l'Anduin, dont l'eau chante tellement mieux en faisant claquer ses 2 N autour d'un D pointu qu'en filant mollement à la remorque d'un ou de L. Il avait bien choisi ce nom d'Anduin. Les pirates d'Umbar sur l'Anduin. Ces pirates allaient détruire Minas Tirith, la citadelle des hommes, par la voie de l'eau, tandis que l'armée de Sauron, pullulante et boueuse, allait le faire par la voie de la terre. C'était bien. Cet excès était surprenant et fatal. Cet acharnement suggérait le diable.
Alors Aragorn, qui doit être roi, le plus haut parmi les hommes, traverse les terres paysannes du Rohan au lieu de partir à la grande bataille avec tout ce qui reste d'humain sur la terre du milieu. Il prend un chemin de traverse dans une contrée étrange. Il va où nul ne veut aller, entre les montagnes noires, chez les fantômes, à la pierre d'Érec. Des hommes le voient aller, suivi d'un elfe, d'un nain et d'une étrange compagnie d'hommes de rare prestance. Dans l'esprit du professeur Tolkien gronde l'impatience et le désir chaque fois qu'il évoque cette prestance. Ils se disent, ce sont des êtres elfiques. Qu'ils aillent là où ils sont chez eux, dans les endroits ténébreux, et qu'ils ne reviennent jamais, les temps sont déjà assez néfastes. Êtres elfiques, répéta le Don, plume en main. Qu'est-ce qui te prend, Samwise Gamgee? Ou bien Saruman? Es-tu un brave jardinier, un mage devenu un monstre, un pédagogue transformé en logographe, un sophiste, un artificier? Qu'entends-tu par êtres elfiques? Je ne veux rien dire, je ne cherche pas d'allégorie, je veux seulement obéir. À quoi veux-tu obéir? Qui est ton maître? À qui ton savoir rend-il les armes, déclare-t-il allégeance? The Master knows. Où vas-tu, êtres elfiques? Où te conduisent tes pas entre les pierres que la mort a levées, afin qu'on sache qu'elle est plus profonde, plus puissante, plus vivante que bien des mystères de ce monde? Il dressa très haut son stylo. S'il n'avait pas été anglais, il l'aurait fiché comme un javelot dans le bois vermoulu de sa table. Il s'arrêta et le contempla, gardant sa dignité par-devers soi. Il s'approcha du papier une nouvelle fois. Soudain, d'un deuxième jet, mais plus acide et aveuglant, la terreur. Retiens-toi, garde ce mot, les morts. Tu l'as déjà écrit, déjà pensé, alors quoi? Aragorn doit trouver des morts au bout de son chemin entre les pierres dressées, après Dimolt, après avoir traversé la paroi de la montagne aux fantômes. Quel nom déjà, quel nom? Et il farfouillait dans ses papiers comme Bilbo pipe au bec, mèche orpheline et saillante. Tolkien écrivait toujours ainsi, en sursaut suivi d'amples périodes qui s'abattaient trop vite entre ses doigts pour qu'il eût tout le temps de les mesurer. Ses âpres méditations au retour de l'université lui avaient toujours servi de plan, de tactique. Quant à la stratégie, elle avait été pensée depuis la Grande Guerre. Il suffisait de revenir aux tranchées de la Somme. Sa peur infinie devant le monde et la leçon qu'il lui avait infligée étaient la matrice de tout. Ses mots étaient ses enfants monstrueux. Cette fois cependant, les morts lui faisaient un signe trop aveuglant dans sa mémoire. Il était terrifié à nouveau. Quoi, était-ce Brown, son meilleur ami, qui était tombé devant lui, dans sa tranchée, en semblant exhiber sa jeunesse opaline, par sa vareuse ouverte, seulement dérangée d'un trou noirâtre où du sang bouillonnait? Était-ce son souvenir qui le terrorisait? Un nom, il fallait un autre nom. Les noms qu'il inventait le protégeaient de ce qui venait à son esprit. Voilà, je l'ai! C'était un morceau du calendrier de Merton College. Il l'avait arraché après qu'il avait écrit dessus, en runes elfiques, Dwemerberg. Il eut un rictus. Dwemer, un bien joli mot tout de même. En voilà un que ces cochons de français n'auraient pas, puisque les Français avaient envahi la langue anglaise, comme vous savez. Il y a 42% de mots en français en anglais. Il avait une rémanence, au contraire de dream ou de traum, comme s'il revenait sur ses pas. Il signifiait quoi au juste? Puisqu'il inventait des mots tout le temps, Tolkien. Fantôme, illusion, vapeur, oui, cela collait. Dwemerberg. Allez, tu peux te lever, se dit-il. Ta journée est gagnée, tu as un joli nom. Pourtant non, il ne pouvait pas se lever. Sa satisfaction était feinte et la terreur persistait. Le bavardage avait été impuissant à le conjurer. Il restait assis à écouter, comme jamais il ne l'avait entendu, la parole qui le traversait. Aragorn entrera demain dans le ventre du Dwemerberg, et Gimli tremblera de le suivre. Il sera presque drôle, dit Tolkien, du ton dont il préparait 20 ans plus tôt les histoires de ses enfants. Il n'aimait pas faire de même avec l'anneau. Il fallait plus de surprise. Il fallait qu'en somme, il vécût ce qu'il racontait. Que dirait C.S. Lewis s'il ne finissait pas pour jeudi le nouveau chapitre? Ne l'avait-il pas convoqué pour ranimer la machine rouillée? Dwemerberg. Le troisième pas fut marcher dans la terreur plus que dans l'aveuglement. Nulle parade n'était plus possible. D'autres noms battirent explicitement à ses tempes. Stonehenge. Oui, d'abord. Et aussitôt après, collé à lui par erreur un mot affreux. Teutoburg. La forêt où les Germains avaient arrêté les légions romaines. Là, Hitler avait fait dresser 4600 pierres dans la forêt. Non loin des Externsteine où Charlemagne avait exterminé 4600 princes saxons, où l'Irminsul, l'arbre des puissances, l'arbre des runes lunaires, dont la magie faisait filer droit les impudents, disait Hitler dans un poème, avait été abattu par l'empereur franc, un jour de traîtrise,
où il avait voulu leur faire avaler une grande rasade de christianisme. 4600 germains, 4600 païens qui avaient refusé la conversion, runes, pierres, morts, c'était trop. Le stylo tomba sur le papier, qu'il tâcha. Le petit fauteuil rond bascula, la respiration de Tolkien, l'écrivain catholique, sifflait. « Seigneur Jésus !» murmura-t-il en esquissant un signe de croix. Il avait compris à présent. « Il faudra que je mette païen quelque part, il faudra que ce soit clair. » Par exemple, « Denethor brûlera d'un rite païen, il le faut !» Cette phrase avait été écrite. Quelle ruse pitoyable. Il n'existait pas de conjuration possible. L'atroce découverte béait dans son esprit, telle une porte ouverte sur le vide. Ce qui était ne différait pas de ce qui n'était pas. Le mythe, la fantaisie, la fabulation avaient une épouvantable parenté avec la vérité. Non pas celle que tous imaginent, celle qu'ils n'imaginent pas. Elle était dans la voie qui les traversait, à la fois plus imperceptible et plus obvie que toute chose qui s'entend, la voix d'Hermann dans la voix de Sauron. Il n'avait pas appris, il n'avait pas entendu, ni son fils, ni Louis, ni ce Churchill dont il avait subi la présence incongrue pendant cette nuit de cauchemar, ne l'avait averti de l'étrange congruence. Quand le Reichsführer Himmler avait fait s'allonger ses jeunes brebis SS dans un tapis de feuilles, pour qu'en un semblant de tombe ils mourussent et renaquissent en esprit supérieur, quand Aragorn venait réclamer du roi des morts le paiement de la dette qu'ils avaient contractée avec Isildur 3000 ans de pacotille plus tôt, quand le Führer et quand le roi de Gondor marchaient entre leurs pierres levées, une même substance d'un même mouvement commandait et écoutait. Il avait traversé par l'esprit, par la culture, par le désir, des contrées que d'autres empruntaient au même moment. Et quand dans sa tranchée de la Somme, il avait rêvé de Silmaril et d'elfes sous la clarté lunaire, le jeune Adolf Hitler, à 100 mètres de lui, avait arpenté le chemin des morts, sous le même croissant opalescent, et retrouvé 1000 ans plus tard l'arbre abattu par le démon français, ou Chrétien, Irminsul, abattu par Charlemagne. Tous, peut-être, vivent cela, espéra-t-il lâchement. Mais il savait qu'il mentait encore. Il lui vint un bref instant le désir fou de brûler son manuscrit. Aussitôt le bûcher de Denethor, l'intendant du Gondor, lui revint. « Païen, païen, enfermé entre les pierres sur le chemin obscur, tu dois continuer parce que le roi continue et parce que le démon d'Allemagne ne faisait que suivre la route, lui aussi, de mon prêche. » Il entendait intérieurement la voix d'Hermann. Quelle voix de velours, je l'ai pas faite en velours là. Quelle voix mordorée. Elle avait la splendeur du soleil et le drapé du brouillard. Son confesseur, un père jésuite, était indulgent. Il craignait qu'il ne l'absolvît trop tôt. Cette fois, le problème est là, et il faudra faire tout ce qu'on pourra, si vous comprenez ce que je veux dire, continua-t-il en langue de Samwise Gamgee. Mais les petits professeurs de langue ancienne étaient moins courageux et moins inoffensifs que les braves jardiniers de la comté, où l'on a décidé une fois pour toutes de ne rien savoir des affaires du monde. Ma chère Lady Galadriel, je vous présente, comme disent nos amis les Celtes romanisés, mes hommages du soir, dit à l'épouse de Tolkien une voix de stentor, qui ne pouvait être que celle de Clive Staples Lewis, ami oxfordien, et donne aussi d'Oxford et auteur de nombreux ouvrages de littérature enfantine. Bonsoir, monsieur Louis, vous faites bien de revenir. Monsieur Tollers, c'est le surnom que Louis donnait à Tolkien, est dans les affres, dit la bonne Edith, qui était télépathe, exactement comme la reine de la Laurienne. Invention de Tolkien en hommage à sa femme. Tolkien était à la fois exaspéré et admiratif, ce qui ne contribua pas à lui donner meilleure opinion de lui-même. Et ce raseur de Louis, avec sa grosse voix et son assurance d'Irlandais, allait lui demander si le chapitre avançait. C'était certain. « Non, merci, nous ne voulons plus de visiteurs, colporteurs au lointain cousin. »« Et que dites-vous de très vieux amis ?» dit Louis en montrant sa tête sous le linteau de la porte. « C'est à voir, très vieux amis. Je ne sais pas s'il est possible de pactiser avec un protestant irlandais, même s'il vous dépasse de 5 pieds et qu'il a un bâton. Oh, s'il est capable de parler à un papiste. » Non, Jack, je ne suis pas capable de continuer. Je ne suis pas en état de parler, et ne commencez pas à le prendre mal, je vous en conjure. Je suis extrêmement préoccupé. Louis entra, l'air grave et autoritaire. Tolkien fut désarçonné. « Vous avez une tâche, Tollers. Vous allez la mener à bien. Je ne crois pas que vous soyez à sa hauteur. Vous manquez de constance et de sérieux, je l'ai parfaitement compris. Mais je sais que vous seul avez ce qu'il faut pour le faire.
Vous avez des mots qui vous viennent, vous avez des noms qui vous viennent, et vous voyez des paysages. Nous autres, nous avons de vagues notions et des esprits en éveil, plus que vous, sauf que vous possédez le don. Donc vous terminerez, dussé-je vous priver de bière et d'herbe à pipe pour que vous imploriez grâce. Et maintenant, suivez-moi. Nous allons au Eagle and Child, leur pub à Oxford. Edith, Lady Galadriel a d'ores et déjà donné son accord. Elle supporte davantage être affublée d'un monarque absent que d'un animal de compagnie grincheux qui ne sait que montrer des dents. Bougon, Tolkien enfila son par-dessus et remonta vivement à la Northmore Road jusqu'au croisement de Banbury. Il était presque à mi-chemin et Louis, malgré ses grandes jambes, courait derrière lui. « Qu'avez-vous, Trollers ? Vous n'avez pas été capable de placer un de vos trémas sur un nom à rallonge et vous vous sentez trahi par votre langue ? Ou est-ce que vous vous êtes perdu dans un sentier ?» « Je parle sérieusement, Jack. Je suis très inquiet, vraiment. Je suis inquiet depuis mon voyage en Écosse. »« Ah, vous allez donc me raconter enfin ce que vous êtes allé faire chez notre plus grand compositeur ?»« Non, je ne vous raconterai rien. »« Merci de votre confiance !» Mais depuis, je me suis presque dégoûté de mon livre. Presque, je dis bien. Pourquoi ? Parce qu'il est réel, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Ah, vous vous moquez de moi ? Non, Jack, écoutez-moi, je ne me moque pas. Je sais très bien ce que je dis. Il valait mieux que l'Angleterre n'eût pas de mythe. Il y a quelque chose que je n'avais pas vu dans le paganisme, quelque chose qu'il ne fallait pas voir, et que j'ai fini par voir. Écoutez, Tolkien, vous êtes un catholique romain. Vous allez à la messe, vous communiez, vous vous confessez. Seriez-vous gagné d'un accès de bigoterie ? En quoi le paganisme est-il pour vous un problème ? Irminsul est un arbre en croix, murmurant Tolkien en baissant les yeux. Que dites-vous ? Rien, je ne dis rien. Je crois seulement que j'ai joué avec de trop grandes choses qui peuvent brûler, en tout cas me dépasser. Eh bien, tant mieux. Rien de plus parfait ne pouvait vous arriver. Allez, Tolkien, pensez à votre peintre qui arrive. Je n'en prendrai pas. Ils parvinrent à St. Giles. Un petit piéton venait de bousculer un grand businessman. Les voitures passaient à vive allure autour d'eux. Un ours, pensa Tolkien. Il les observa intensément. L'échange entre les deux hommes ne dura qu'un instant. Je vous conseille de vous calmer. Vous ne me conseillez rien du tout, vous avez compris. Le businessman assez laid, assez middle class, se dressait légèrement sur ses pieds puis redescendait. Son œil dardait comme un paquet d'acide. Sa lèvre inférieure tremblait. Son nez ressemblait au museau de ces ridicules petits animaux de Louis. Au bout de ce corps où se figeaient de redoutables bras, on aurait cru qu'un rongeur extrêmement dangereux avait élu domicile après avoir dévoré la tête d'un homme. Ce fut, pour Tolkien, une 4e gifle de l'angoisse. « Vous avez vu cet homme ?» demanda-t-il, quand ils eussent traversé, au moment de rentrer dans le pub. « Finalement, je veux bien d'une pinte. »« Très bien, mon garçon, vous l'aurez. Et vous allez nous écrire notre légende de l'Angleterre, je vous le promets, et donner à ces dents de lapin qui nous entourent autre chose que leurs courgettes et leurs cages à poules. Messieurs les scholars, bien le bonjour. Nos savants ont-ils soif aujourd'hui ? Nous avons soif. Non, c'est Tolkien. Nous avons soif, mais nous ne sommes pas savants. Nous sommes même de bougres d'ignorants, siffla Tolkien. Ça nous fera 2 ales pour commencer, dit Louis avec un clin d'œil au barman. Et voilà pour aujourd'hui.